Bienvenue à toutes et à tous, hein. Donc le principe de ces rencontres des Sablons, c'est qu'il y a des think tanks que vous connaissez peut-être mais que vous découvrez. Et en contrepoint, en réaction, nous avons un représentant que je vais présenter donc, d'entreprise. Voilà. Donc je vous laisse, vous êtes installés, tout va bien. Alors, comment saisir l'opportunité de l'intelligence artificielle donc, en relevant les défis de la sécurité et de l'éthique. Vaste sujet. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais nous avons malheureusement que 1h45 minutes. 45 minutes seulement, excusez-moi, 45 minutes pour traiter cette question. Alors, pour parler de ce sujet, donc Nicolas Van Bremersch, que je ne connais que par mail et que par téléphone, donc, est le président de Renaissance Numérique, donc vous avez été créé en 2007. Milo Rignel, de l'Institut Montaigne. Donc, vous êtes, comment on pourrait dire, à l'Institut Montaigne, vous êtes expert, un expert. Voilà. Et vous publiez beaucoup. Exactement. Collectivement. Et puis, alors, Clément Feutry, vous êtes venu seul. Je crois que vous deviez être accompagné. Aïsté arrive. Elle est juste derrière vous. Ah, qui arrive, voilà. Enchanté. Donc, vous êtes de Square Management. À vous de lancer le sujet, de planter le décor. Merci beaucoup Gilles. Pour nous présenter rapidement avec Aïsté, on est effectivement, donc moi je me prénomme Clément Feutry. Je suis consultant et également chercheur au sein du Square Research Center de Square Management. Et j'ai fait mon doctorat sur des problématiques d'intelligence artificielle et en particulier l'anonymisation automatique d'images. Et je continue des travaux de recherche au sein du groupe Square. Je te laisse. Moi, bonjour à tout le monde, je suis Aïsté Rogovic-Hutte, je suis chercheur en numérique responsable et l'IA fait partie du sujet. Donc, qui ici n'a pas entendu parler d'intelligence artificielle? Je pense que tout le monde en a entendu parler. ChatGPT, en 2 mois, a atteint 100 millions d'utilisateurs. Ça veut dire que, par exemple, TikTok, une autre application très populaire, elle a mis 9 mois à atteindre ce chiffre des 100 millions. 100 millions d'utilisateurs, c'est vraiment un record en termes d'adoption. On se rend donc compte qu'il y a vraiment une volonté des gens, en tout cas dans leur vie privée, de se tourner vers ces technologies. En entreprise, en août 2023, on avait environ 9% des déclarants qui disaient n'avoir entrepris aucune démarche en rapport avec l'IA générative. 55% ont lancé des expérimentations et 36% étaient déjà au stade de la production. Donc finalement, ChatGPT a été le déclencheur, le démonstrateur qui a permis à chacun de se rendre compte de l'opportunité que pouvait représenter l'intelligence artificielle. Bien sûr, Clément, il y a des opportunités, mais pourtant, il faut se rappeler qu'en 2023, mars 2023, c'était des scientifiques et des personnalités de référence de la tech, ils ont appelé à une pause dans le développement de l'IA, en disant qu'on a besoin d'investiguer, examiner des risques que ces systèmes pèsent sur la société et l'humanité. En plus, en France, si on regarde le chiffre, c'est seulement 40% de Français qui pensent que les avantages de l'IA l'emporteront sur les risques. En manière générale, environ 3 sur 5 personnes à l'échelle mondiale se méfient du système d'IA. Et surtout, ils sont sceptiques sur les 3 questions. Donc, il y a les questions de la sécurité, les questions de l'équité et la troisième, dans la manière dans laquelle l'IA peut respecter les droits à la vie privée. On se rend donc compte qu'il y a 2 visages d'une même réalité, 2 aspects. Et comment on peut imaginer le futur de ces 2 aspects? Donc, je propose on commence par le regard un petit peu plus pessimiste. Si on va dans le futur dystopique, où la réglementation sur l'IA, surtout la réglementation en Europe, se tarde à se concrétiser, où il n'y a pas de gouvernance à l'échelle internationale et où les entreprises ne respectent ou négligent les principes éthiques de l'IA. Donc, dans cette future dystopique, on voit que la société est profondément divisée. Seulement une petite élite privilégiée peut profiter de l'IA qui est vraiment puissante
Si on va un petit peu plus loin, on voit que les géants de la tech, c'est eux qui consolident le pouvoir parce qu'ils peuvent profiter de toutes les données. Et c'est ce qu'on voit avec les nouvelles aujourd'hui déjà. Si on va un petit peu plus loin, un état de surveillance omniprésent a également émergé. Les partis politiques profitent de l'IA pour manipuler les élections, pour manipuler les préférences des électeurs. Côté géopolitique, des armes autonomes, les désinformations, les acteurs étrangers hostiles qui utilisent l'IA notamment pour créer le conflit civil. Et si on revient sur les questions de la désinformation, bon là c'est un autre moyen de exacerber nos préjugés. Et là, dans ce type de futur dystopique, bon, la vérité devient un petit peu un produit rare. Moi, je propose un regard peut-être un peu plus optimiste, c'est peut-être plus dans ma nature aussi, c'est finalement de se rendre compte qu'avec les différentes révolutions qu'on a pu avoir dans le passé, telles que révolution industrielle, révolution informatique, il y a toujours suivi des transformations du modèle social, souvent même une nouvelle croissance économique qui a été donnée à la suite de ces révolutions. Qu'est-ce qu'on aurait comme promesse du côté de l'IA aujourd'hui? On a des promesses de gains d'efficacité, de productivité. Donc on peut essayer de voir aussi peut-être une optimisation du temps de travail, une réduction du temps de travail, une libération des ressources créatives et pourquoi pas, imaginons même, je le dis, je suis optimiste, une redistribution de ces gains qui seraient liés à ces nouvelles technologies. On a la possibilité aussi, pourquoi pas, de se dire que l'intelligence artificielle va peut-être améliorer différents domaines, comme par exemple la médecine, avec des nouvelles découvertes qui seraient purement le fruit de l'IA. On a également la possibilité d'imaginer une coévolution, je dirais, harmonieuse entre l'homme et la machine, et la machine d'intelligence artificielle serait uniquement un outil au service du bien commun. Un peu à la manière où, j'avais prévu cette introduction avant les événements récents, mais où la machine agricole a remplacé l'ouvrier dans les champs. On voit poindre à l'horizon la machine qui va remplacer le travailleur dans ses tâches cognitives lourdes et répétitives. Et répétitives, on le voit dans les métiers du service en particulier. À mes côtés, donc, Axel Drouin va réagir après que vous ayez eu la parole. Axel Drouin est le directeur des produits data chez Danone. Voilà. J'étais allé un peu rapidement, si c'est dit. Vous allez pouvoir réagir à ce que vont nous dire donc, les deux représentants des think tanks. On peut commencer par Milo, de l'Institut Montaigne. Qu'est-ce que vous inspire ce sujet? On pourrait passer du temps, mais en 45 minutes, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'important et surtout de positif, trouver des pistes? Oui, donc je vais revenir sur cette question. La question clé, c'était en fait comment dans le développement de l'IA, favoriser tous les bénéfices dont on a parlé. Et tous les bénéfices dont on parle viennent essentiellement de l'innovation. Donc ça, c'est le travail des acteurs de l'innovation, que ce soit en matière de recherche fondamentale ou en matière des entreprises qui le mettent en œuvre. Et comment, d'autre part, faire en sorte que ces bénéfices se déroulent dans un cadre où on n'a pas de dérive. Et la partie dérive, c'est un peu plus, disons, quand on parle de technologies qui avancent vite, une partie du rôle des think tanks, dans l'aide aussi des prises de décision des décideurs publics. Et je pense que le message clé, le message principal que j'ai envie de faire passer, et c'est un peu ce qui structurera mon propos, c'est vraiment quand on parle de technologies qui avancent vite, qui sont complexes, l'enjeu premier, c'est de comprendre ce dont on parle. Et je pense que c'est le problème qu'on a tous aujourd'hui, à tous les niveaux, que ce soit le grand public ou les décideurs. Souvent, on ne comprend pas bien ce dont on parle, ce que c'est que l'IA. Donc le premier point que j'ai envie de faire passer, c'est que l'IA, c'est une technologie un peu spéciale, différente d'autres. Premièrement, parce que ce n'est pas une technologie, c'est un terme qui regroupe un ensemble de technologies assez large. Je trouve que la meilleure définition qui encapsule ce qu'est l'IA, c'est que c'est
toutes les formes de technologie, plein de technologies différentes, qui permettent de faire des tâches qu'on aurait cru réservées à l'intelligence humaine, donc notamment des tâches cognitives, de perception, de raisonnement, de planification à long terme. Le deuxième élément, c'est que ces tâches-là, elles évoluent sur un spectre d'autonomie. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le développement de l'IA, on a des systèmes qui deviennent de plus en plus autonomes. Et notamment en 2023, il y a un point de bascule qui existait depuis un moment, mais on l'a vraiment tous vu avec l'émergence de ChatGPT et ce que les décideurs publics appellent aujourd'hui les modèles d'IA à usage général. Donc avant, on avait des modèles qui devaient spécifiquement accomplir une tâche donnée, par exemple reconnaître des images de chats. Aujourd'hui, on a des modèles d'IA et des systèmes d'IA qui sont capables non seulement de reconnaître des images de chats, mais aussi de dialoguer, voire de mettre en œuvre, d'accomplir des tâches. On voit des systèmes d'IA qui sont même capables, par exemple, d'opérer des laboratoires nuages et donc d'opérer des expérimentations scientifiques. Et donc ça pose un enjeu d'autant plus important du point de vue de la compréhension, puisque avant on savait à peu près quelle était la fonction qu'on concevait pour le système en question. Et donc on savait à peu près évaluer quelle était sa performance, quelles étaient les dérives potentielles. Aujourd'hui, l'espace dans lequel opèrent ces systèmes est beaucoup plus large, puisque non seulement est-ce que ces systèmes peuvent accomplir plein de tâches différentes, mais ils peuvent aussi même parfois accomplir des tâches qui n'avaient pas été prévues à l'avance par les concepteurs. Au fur et à mesure qu'on a développé, par exemple, des chat GPT de plus en plus performants, tout d'un coup, on s'est rendu compte, incroyable, ces systèmes peuvent résoudre certains problèmes d'arithmétique à bas niveau. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas anticipées à l'avance, d'où l'enjeu de évaluer et comprendre les choses au fur et à mesure qu'elles avancent. Et donc, je vais juste finir sur deux sujets qui me paraissent importants de ce point de vue-là. Le premier, du coup, c'est que, autour de cette question de compréhension et d'évaluation, je pense qu'il y a des vrais enjeux, non seulement côté entreprise, mais surtout côté pouvoir public, et on pourra y revenir, et ça fait l'objet de travaux de l'Institut Montaigne. Et le deuxième sujet, c'est que, côté entreprise, plutôt, dans l'innovation, il faut faire en sorte qu'il y ait des incitations, non seulement à développer des systèmes d'IA qui soient performants, mais aussi des systèmes d'IA qui soient en phase avec ce qu'on attend d'elles, notamment en matière de sécurité, de sûreté, et pour justement pouvoir mettre en œuvre toutes les choses positives que vous citiez à l'instant. Nicolas, Renaissance numérique, comment elle se situe par rapport à cette problématique ? J'ai un peu 3 points sur lesquels je voudrais insister pour entrer. Le premier, c'est le rapport des gouvernants, des politiques à ce sujet, qui passe beaucoup par des imaginaires projetés dessus. À Davos, il y a tous les ans une étude qui est vraiment très intéressante, qui est une étude sur la perception par des gens qui vont à Davos des grands risques internationaux. Ça s'appelle Global Risk Report. C'est une grosse publication à Davos, etc. Moi, je la trouve assez intéressante parce que c'est aussi un échantillon qui permet d'essayer de comprendre la hiérarchie des préoccupations, des perceptions de risque, etc. Évidemment, sans surprise cette année, l'IA est montée en flèche dedans, mais avec une perception du risque assez fausse, qui est une perception de court terme, d'autonomie de l'intelligence artificielle, et qui dit en gros c'est un risque de court terme, notamment sur la désinformation, mésinformation, et sur des impacts très très massifs dans la société maintenant. C'est normal que ça ait évolué comme ça, puisque ChatGPT a surpris un petit peu tout le monde. On pensait que l'IA était une technologie de fondation, d'analyse, d'accompagnement de la société qui allait faire plein de gains de productivité, pas une technologie qui allait être projetée dans la société avec une utilisation massive. ChatGPT, c'est 200 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde aujourd'hui, 4 ou 5 millions en France qui utilisent régulièrement ChatGPT au moins une fois par mois. Donc c'est beaucoup. Ça n'est jamais arrivé, une technologie. Et donc ça provoque une erreur de perception des décideurs, un brouillard cognitif qui est très très lié aux imaginaires de l'intelligence artificielle depuis le début, puisque l'ambition de l'intelligence artificielle dès sa fondation dans les années 50, c'est de réfléchir à est-ce que les machines peuvent penser, et à des tâches réservées à l'humain, de les automatiser, de les coder, etc. Des tâches qui sont, comme disait Milo, celles du raisonnement, celles de l'apprentissage, qui sont évidemment des choses qui sont
qui nous constitue en tant que personne. Et donc évidemment, cette ambition-là, c'est une ambition d'un champ de recherche qui crée un imaginaire très très fort de dépossession. Et donc face à ça, il y a une réaction politique démesurée, un peu folle, et qui agit énormément par la peur et les grands risques. Donc c'est notamment la régulation européenne qui est sans doute nécessaire, qui est intéressante, etc. Mais on commence par ça. On commence par la peur, les grands risques, etc. Donc l'AI Act, la régulation européenne, parle des grands scénarios d'usage et des grands risques, et puis commence par ça. Et donc nous, ça fait naître chez nous, Renaissance numérique, 2 sujets de travail sur lesquels on a commencé des travaux, où on s'est dit, il faut réagir un petit peu à ça. On ne va pas aller travailler sur les grands risques, etc. On va essayer de réfléchir à comment on peut y répondre. Et on a un peu 2 sujets aux extrêmes qui sont intéressants. Le premier, c'est construire des systèmes de gouvernance robustes internationaux. Donc on va lancer une série de dialogues, on n'a pas encore véritablement commencé, sur qu'est-ce que c'est que des systèmes de gouvernance des technologies internationaux qui peuvent fonctionner, qu'est-ce que c'est que des standards, des communs, comment est-ce qu'on peut gérer l'open source, parce que ce n'est pas que des régulations nationales, des lois qui arrivent très tard et qui vont encadrer les usages qui vont pouvoir, c'est vraiment la régulation d'une technologie dans son déploiement. Comme aujourd'hui, on a des endroits de gouvernance multi-acteurs bien faits sur l'Internet, sur les télécommunications, sur les technologies, de manière assez large. C'est un des points qui nous manque beaucoup sur l'IA. Vous êtes suivi pour ça? Comment ? Vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous êtes suivi? Vous avez d'autres acteurs que vous fédérez autour? Alors oui, là nous on va organiser notre boulot Renaissance numérique, c'est d'organiser du dialogue, du bon dialogue entre acteurs différents. On a un think tank qui s'est fédéré autour justement d'une grande mixité de points de vue. On a des ONG, des grandes entreprises de tout type, des experts, qui ne sont pas d'accord et qui surtout sont très très différents. Et on croit beaucoup à la gouvernance multi-acteurs. C'est un des trucs qui a bien marché dans l'Internet, dans les couches de l'Internet. Si on a Internet qui marche, je ne parle pas du web, des réseaux sociaux qui posent des problèmes, où c'est très très compliqué à gouverner, mais dans les couches de l'Internet qui marchent aujourd'hui, c'est parce qu'on a une gouvernance multi-acteurs bien faite. Elle a plein de problèmes mais elle est multipartite. Il y a une mixité dans la manière de l'aborder qui est intéressante. On n'est pas du tout dans ce moment-là dans l'IA, et c'est un problème parce qu'on a une accélération économique majeure. On a eu 25 milliards d'investissements l'année dernière par les 6 GAFAM. 25 milliards d'investissements, je ne sais pas si on a de dollars, je sais pas si voilà. L'année dernière, en 2023, par les 6 GAFAM, les GAFAM et IBM dans l'intelligence artificielle, c'est mal. Donc on a un moment d'accélération qui n'est pas celui de la gouvernance simple et sobre, d'une projection de la technologie qui fait que c'est emporté, mais il va falloir qu'on construise des systèmes de gouvernance robustes, et ça sera une des conditions du fait que cette technologie prend dans la société. Donc, gouvernance internationale, qui est un sujet, on va faire des rencontres cette année, on appelle ça les AI Dialogues, etc. Vous pouvez faire un appel. Point, pardon, profitez-en, vous pouvez faire un appel. Si vous voulez venir, etc. Le programme est en train de monter, est en train de démarrer. Ça sera une série de rencontres à Bruxelles, à Genève et à Paris, justement en partenariat avec des académiques, notamment dans ces différents endroits. Et l'autre point sur lequel on a abordé le sujet, c'est l'inverse de la gouvernance internationale, c'est la prise par la société française. Et le gros sujet pour nous, c'est un sujet de littératie numérique, de littératie de l'IA. On a eu une ambition il y a 10-15 ans de littératie numérique sur laquelle on a un peu raté, je pense, dans la société française, dans l'idée qu'il s'agit que les citoyens prennent en main, comprennent les technologies, sachent les mobiliser, et les utiliser à bon escient. Et sur l'IA, on va avoir un énorme sujet. Jusqu'ici, ce n'était pas tellement un sujet dans les politiques. Vous lisez le rapport Villani il y a 5 ans qui fait la stratégie nationale pour l'IA. C'est une stratégie de recherche, c'est une stratégie d'innovation. Ce n'est pas une stratégie de prise par la société de la technologie, du tout. Du tout, il n'y a rien sur le sujet. Il y a quelques lignes à la fin pour faire bien, pour saupoudrer et dire c'est important, etc. Voilà. Or là, on se rend bien compte que la projection dans la société de cette technologie, elle est là, elle est en train d'arriver. Elle nous a pris un peu par surprise, un peu tout le monde. On n'imaginait pas que ChatGPT, personne n'imaginait que ChatGPT allait pouvoir être utilisé. Mais c'est souvent comme ça que les technologies arrivent. Elles font irruption et puis elles sont prises en main par les gens un peu tant bien que mal. Et donc on a une politique de la littératie de l'IA à développer. On a une ambition que notre société prenne en main cette technologie et sache l'utiliser, n'en fasse pas une sorte de honte ou qu'on ne pose pas des regards dessus en expliquant que c'est pas bien, etc. Or, c'est très compliqué. Je prends un exemple.
le premier endroit où cette technologie s'installe, c'est dans le rapport d'éducation. C'est normal, c'est une technologie qui est liée à l'apprentissage. Hein. Le deep learning, le machine learning, c'est automatiser de l'apprentissage, etc. Donc elle vient s'immiscer dans la relation entre le prof et l'élève, elle vient le casser, la disrupter. Et ça, ça challenge et nos systèmes éducatifs de manière dingue. Hein. Et donc il va falloir y répondre. Or aujourd'hui, la réponse qu'on a... c'est plutôt jeter un voile pudique, interdire, mitiger, dire que c'est pas bien, jeter l'opprobre sur pour expliquer que oui, quand même, il faut remettre de la verticalité, surtout pas la faire pénétrer dans les systèmes éducatifs. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça ne marche pas. Puisque, voilà. Et donc la question, ça va être comment est-ce qu'on gouverne, comment est-ce qu'on y répond, comment est-ce qu'on pense les gens acteurs de ces technologies, qu'on les aide à les mobiliser et les utiliser à bon escient, qu'on leur donne de la culture du sujet. Et ça va être énorme. Et donc on a lancé un groupe de travail, qui a commencé il y a une dizaine de jours, dont on voudrait finir le boulot dans les semaines qui viennent pour essayer de faire un rapport un peu puissant sur le sujet, réécouter la question, faire aussi un peu bilan des sujets de littératie numérique qui ont échoué, qui n'ont pas produit tous leurs effets positifs tels qu'on aurait pu imaginer. On n'a pas une société qui vit son rapport au numérique de manière très très sereine. Et donc nous, on pense que lors de l'IA, il est urgent et important de monter ça autrement. De le saisir et pas le voir comme une fantasmagorie, mais vraiment l'approprier, le maîtriser. Axel Drouin, vous maîtrisez ces sujets tous les jours. C'est votre réalité quotidienne chez Danone et avant chez AXA. Chez Danone, comment ça se passe et surtout comment vous réagissez? Est-ce que ça vous aide aussi, ça formalise des choses que vous vivez tous les jours? Alors, bonjour à tous. Moi, ça m'aide beaucoup parce que mon métier chez Danone, c'est d'aider Danone à utiliser de manière raisonnable et raisonnée la data, l'IA, le big data, les nouvelles technologies. Non pas pour faire des projets d'IA, parce que j'aime bien dire qu'il n'y a pas de projet d'IA, mais pour régler des problèmes métiers. C'est un outil. Ça n'est qu'un outil, c'est une corde à notre arc. Personne ne se réveille le matin en se disant « Tiens, ChatGPT pourrait m'aider ». Mais c'est quand même comme ça que les choses sont présentées. Et donc, quand j'ai quelqu'un en logistique, dans les usines, qui vient me voir en me disant « Est-ce que l'IA pourrait m'aider à régler mon problème ?» La première question qu'on se pose, c'est quel est le problème? Et donc les problèmes sont très très simples, on les comprend très très bien. La ligne de production s'est arrêtée, chaque minute où une ligne de production est arrêtée, les gens ne travaillent pas, on a des risques. Est-ce que l'IA peut aider à anticiper? L'IA peut aider à anticiper, mais l'IA ne peut aider à anticiper que ce qu'on comprend, que ce qu'on formalise bien, et ce pourquoi on a de l'information et de la data. Et donc moi, tout mon travail, c'est comment est-ce que je fais pour faire émerger ces problématiques et les résoudre avec les outils à ma disposition qui sont souvent beaucoup moins avancés que ChatGPT, mais qui marchent assez bien, en ayant deux choses à cœur, la cybersécurité, puisque tout est en numérique, toutes les entités étant connectées. Si jamais j'ouvre une nouvelle technologie, j'ouvre potentiellement des portes d'entrée. Donc c'est la première question. Et ensuite, l'éthique. Qu'est-ce que je fais? Si j'utilise de l'IA, c'est plus la même chose qu'avant où j'avais des règles très simples. S'il se passe ça, alors la machine doit faire ça. Avec l'IA, c'est s'il se passe ça, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, et donc le champ des possibles, des choses que peut faire l'IA, est classé par niveau de probabilité. Et donc ça, si on ne le comprend pas, on ne le maîtrise pas, et si on ne le maîtrise pas, on a des risques. Et donc la première chose à faire, c'est ce que vous avez tous évoqué, c'est il faut comprendre l'IA. Une entreprise ne peut pas se faire le luxe de ne pas comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que ça fait, comment ça fonctionne et quels sont les enjeux. Et spécifiquement avec l'IA, je pense que quand on fait un projet d'intelligence artificielle, qu'on le met en production, qu'on le fait tourner, on n'est pas certain qu'on a réglé de manière systémique pour les 20 prochaines années le problème. Les conditions évoluent, le marché évolue, si j'ai fait des prédictions de marché, et donc je dois toujours m'assurer que ce que j'ai fait continue à bien faire ce pourquoi il a été fait. Et donc il faut considérer, et on essaie de considérer ça comme ça, que ce soit un projet d'intelligence artificielle ou un robot ou n'importe quoi, c'est comme une ressource humaine. C'est comme un membre de l'équipe.
il se comporte de manière qu'on aimerait prédictive, mais il faut toujours contrôler comment il se comporte, toujours s'assurer qu'il est pertinent et toujours s'assurer qu'il fait bien les tâches, ceux pour lesquels il a été prévu. Et comment vous faites pour ça? Comme une ressource humaine. Alors, c'est comme une ressource humaine. Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il ne remplace pas une ressource humaine, mais c'est un membre de l'équipe. De même qu'aujourd'hui, aucune équipe ne peut fonctionner sans ordinateur, et aucune société ne peut fonctionner sans ordinateur. Les ordinateurs font passer des outils qu'on utilise. L'IA, c'est la même chose. Et donc, il faut suivre la qualité de ce qu'il produit. Donc, il faut mettre en place des systèmes qui vérifient qu'il se comporte toujours de manière cohérente. Il faut mettre en place des systèmes qui vérifient que les données de marché, les données climatiques, les données de production sont toujours les mêmes que celles d'avant. Et que donc, je n'ai pas entraîné mon algorithme, je n'ai pas appris sur des conditions qui ont changé depuis. Je dois m'assurer qu'il n'est pas biaisé. On parle souvent dans l'éthique des biais des algorithmes. Un des biais, c'est par exemple surreprésenter une population ou un type de comportement. L'IA par lui-même ne prend pas des décisions biaisées. Il a été entraîné de manière biaisée. Soit parce que les conditions d'entraînement étaient par elles-mêmes biaisées, et auquel cas l'IA ne fait que reproduire une situation, ou alors pour des raisons liées à la personne qui a entraîné. Donc il faut en permanence suivre si je suis toujours satisfait des résultats que me fournit l'intelligence artificielle dans le cadre de mes projets. Faire de l'évaluation régulière. Toujours. Et éviter aussi un peu trop de, comment vous disiez, de surestimation, une surattente par rapport à l'IA. Ce n'est qu'un outil, un facilitateur et pas autre chose. En tous les cas, nous, la façon dont moi je l'ai pu le faire dans mes expériences précédentes ou aujourd'hui, on utilise principalement l'IA pour des choses qu'on comprend et qu'on maîtrise, et dont on se dit, ça ne vaut pas le coup de continuer à perdre du temps à le faire. Nos ressources, nos équipes ont plus de valeur sur des sujets, plus à valeur ajoutée. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour automatiser au maximum ces tâches-là? Donc c'est comme ça qu'on sélectionne les sujets. Messieurs des think tanks, c'est l'intérêt de ces rencontres. Voilà, on a tous les jours comment ça se passe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, comment vous voulez réagir? Je peux tenter une première réaction. Pour rebondir sur un point qui est que, en effet, du coup, vous vous placiez à l'échelle de votre entreprise, et je pense qu'à l'échelle de chacune des entreprises, le domaine de compétence est vraiment celui du domaine métier de l'entreprise en question. Mais c'est vrai que c'est des technologies qui sont aussi complexes, et donc le point sur lequel je voudrais peut-être réagir, c'est de dire qu'il y a aussi une chaîne de valeur longue et différents endroits de la chaîne de valeur qui peuvent être plus ou moins pertinentes pour gérer certains risques. Donc, je m'explique. Vous citiez quand on parle de cas d'usage et de risques qui vont être spécifiques à votre métier, alors c'est des choses que vous pouvez gérer à l'échelle de votre entreprise. Mais j'imagine que si vous parlez de risques, par exemple, de cybersécurité de systèmes d'IA, donc aujourd'hui, on parle pas mal de ça. Des systèmes d'IA qui sont développés peuvent être hackés, entre guillemets, et ont pas mal de failles. Ces choses-là, on a envie de les traiter à l'échelle des personnes qui vont concevoir les systèmes d'IA en premier lieu. Donc ça, c'était peut-être un point sur lequel je voulais réagir pour voilà, montrer qu'il faut bien répartir la responsabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur là où c'est pertinent pour traiter le risque. L'Union européenne est en train de constituer ce qui va s'appeler le Bureau européen de l'IA, le EU AI Office. En France aussi, on a de l'expertise pour pouvoir travailler sur ces sujets d'évaluation. Donc ce qui est positif là, c'est qu'il y a des poches d'expertise qui se mettent en place pour évaluer l'IA et qui travaillent entre elles pour avoir une compréhension commune des enjeux, ce qui est le prérequis pour ensuite avancer et mettre en place une gouvernance commune à l'échelle européenne, mais aussi internationale.
Et le troisième point, et je m'arrêterai là-dessus, sur l'enjeu que je citais d'innovation en matière d'IA responsable et de sûreté d'IA, qui concerne à la fois des enjeux de sûreté, comme on peut les rencontrer quand on parle de systèmes critiques et d'ingénierie système, aussi des enjeux de sûreté en matière de cybersécurité, et puis demain, sans doute qu'il y aura de nouvelles manières de concevoir l'IA pour qu'elle soit plus robuste et sûre. Sur ce point d'innovation en sûreté de l'IA, on a en France des vraies compétences intéressantes, je viens de les citer, en matière d'ingénierie système, en matière de cybersécurité. Donc on a des atouts qu'on peut mobiliser pour justement concevoir des systèmes d'IA qui soient sûrs et responsables. Axel Drouin. Alors, moi, ce que je voudrais juste dire, donc moi je parle depuis une entreprise, donc j'ai pas j'ai pas complètement les mêmes problématiques. Sur la formation, en revanche, je suis 100% aligné avec vous. Formez les gens sur l'IA. Formez-vous sur l'IA. Il y a la formation de l'Institut Montaigne qui est effectivement excellente. Moi, je recommanderais le Collège de France. Il y a une chaire de sciences des données au Collège de France qui est lumineuse. Les leçons inaugurales sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut s'arrêter là, hein, sinon après, moi je me suis senti un petit peu challengé intellectuellement après, mais la leçon inaugurale, que ce soit Yann Lequin, Stéphane Malat, allez voir ça, ça vous donnera une idée de ce que c'est. Ce sera sans doute un peu décevant parce que il n'y a pas d'intention dans l'IA, il n'y a pas de conscience. Mais pourquoi est-ce que l'IA maintenant marche alors qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, on en parlait, il y a 30 ans, on en parlait, les thèses existaient déjà, ça ne marchait pas. Et comprendre quels sont les enjeux, c'est extrêmement intéressant. Voilà. On ira voir. Donc, concrètement, on tape sur leçon inaugurale du Collège de France. Stéphane, on cite un auteur même. Ah oui, Stéphane Malat. Voilà. Et on peut ce week-end, voilà, si vous avez un peu de temps. C'est 1h30. Et alors, 1h30. Moi, j'aime bien la science. J'ai passé un très très bon moment à regarder ça et surtout à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marchait pas et à quel point les sujets d'IA sont proches de aussi la façon dont le cerveau humain apprend. D'accord. Vous allez travailler ensemble, vous vous connaissez, j'imagine. Vous allez travailler encore plus ensemble. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il y ait un écosystème pour faire bouger les choses. Alors, moi, ce que j'aime avec toute la partie éthique et la partie réflexion, c'est de faire en sorte qu'on comprenne bien dans l'entreprise qu'on ne peut pas se passer de comprendre les enjeux de ce qu'on fait. À partir du moment où je mets en place un système automatique, il va tout le temps faire la même chose. Si je ne le surveille pas, je peux diverger complètement. Et donc, que ce soit bien comprendre ça, pour moi, c'est indispensable. Et ensuite, avoir en tête ce que le régulateur veut faire. Et être en accord avec le régulateur, que ce soit il y a 5 ans, sur la gestion des données personnelles avec la RGPD, avec les réglementations européennes sur l'IA. En fait, on ne peut pas faire l'économie de ne pas s'y intéresser, puisque de toutes les façons, on y est soumis et on doit suivre la loi. Donc, l'anticiper le plus possible et être certain qu'on parle bien des mêmes choses, c'est simplifier la vie des entreprises et la façon dont on s'y adapte. Une réaction ? Oui, ça fait complètement écho à ce que dit Axel. Du côté, je dirais, de la recherche et des sujets qui animent ce qu'on veut améliorer pour la suite autour de l'intelligence artificielle, nous, on travaille sur l'explicabilité des modèles d'IA. C'est-à-dire, finalement, vous le disiez, c'est un membre à part entière de l'équipe maintenant. Le problème, c'est comment communiquer avec lui, comment comprendre la nature des décisions qu'il prend et les raisons profondes qui relient les informations qu'on lui donne en entrée et la manière dont il les a manipulées pour aboutir à son résultat en sortie. Donc nous, en tout cas, la recherche, le monde de la recherche penche actuellement sur cette question-là, et c'est un des vrais enjeux, je pense, pour l'avenir, de mieux comprendre le fonctionnement de ces modèles-là. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent intervenir, poser une question, et je dis bien une question, pas une réponse, mais plutôt une question, continuer le débat avec vous. Ah ben je vous connais, Ariane Gelé, qui est élue à Neuilly, en charge des affaires du travail, entre autres.
Oui, bonjour, je suis en charge de l'emploi et en fait, moi j'ai une vraie question, c'était très intéressant, mais finalement beaucoup de Français, beaucoup de monde ont des craintes par rapport à l'IA et notamment à le nombre de suppressions d'emplois dans certains domaines, je pense, enfin voilà, dans beaucoup de domaines. Et donc, quelle est une réponse un peu optimiste là-dessus que vous pourriez apporter sur ces craintes voilà, que beaucoup de personnes ont par rapport au développement de l'IA et de suppression potentielle de postes, comme par exemple des juristes, etc., parce que les chat LGBT. Voilà, lequel d'entre vous pourrait nous amener un peu d'optimisme là-dessus? C'est quoi être optimiste sur une technologie alors, optimisme, c'est pas facile. C'est une technologie. La plupart des cabinets de conseil, des gens qui font des études, etc., disent qu'en gros, le terme d'impact majeur de l'IA, c'est dans les 15 à 20 ans qui viennent, qu'on va atteindre l'impact, voilà, et qui va être massif et qui va concerner, il va faire potentiellement des gains de productivité et concerner la moitié des emplois des économies modernes. Donc, c'est pas être optimiste par rapport à ça, c'est le reconnaître. C'est se dire que ça va arriver, que ça va être une technologie qui est un gain de productivité absolument massif, qui va transformer nos économies, nos manières de travailler, et que c'est là. Un peu comme le monde agricole est une assez bonne analogie. Oui, on va faire des gains de productivité énormes, mais il y aura encore moins. Il y a moins d'agriculteurs, il y a 400 000 agriculteurs, enfin on en parle beaucoup, je ne vais rien vous apprendre depuis quelques jours, 400 000 agriculteurs, il y en avait 2 millions il y a 30 ans, et il y en avait beaucoup plus auparavant. On va travailler sur des gains de productivité majeurs. Ça va libérer du temps, de l'emploi de gens qui font des tâches qui ne sont pas forcément très intéressantes à plein d'égards, et il va se créer quelque chose d'autre. Bien évidemment. En revanche, oui, on est parti pour une adaptation longue, massive et majeure d'énormément d'emplois pendant les 10-15 ans qui viennent. Ça va beaucoup nous occuper. Et ça va nous occuper de manière massive et importante. En revanche, là où il ne faut pas se tromper, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup d'un seul. Ce n'est pas parce que ChatGPT est dans les mains de tout le monde que tout d'un coup, ça va foutre le zawa sur tous les boulots cette année. Parce que le temps de déploiement des compétences, de création des conditions de confiance, d'apprentissage des modèles, de design des produits et des services, etc. Et tout ça va générer plein de nouveaux emplois pour accompagner ces technologies. Donc on va avoir des déplacements de gens qui travaillent sur des données structurées ou à structurer des données ou à produire des données ou à savoir, des clercs de notaire et des comptables, voilà, qui ont déjà été très largement, voilà, ou des juristes qui analysaient des textes, etc. Il y a plein de ces éléments-là, vont voir leur métier se transformer et on va avoir de nouveaux métiers de conception, d'animation, de production, etc. Donc ça va être une énorme transformation de notre économie voyez, dans Nicolas, les 15-20 ans qui viennent. Quand on veut être optimiste. Mais il va falloir la prendre en main. Voilà. Moi, je ne suis pas optimiste de manière générale, mais lucide. Il va falloir la prendre en main. Elle va être là. On ne va pas la refuser. On ne va pas, voilà. Et ceux qui seront, les sociétés et les économies qui seront bien s'en saisir, avec intelligence, justesse, avance, seront plus puissantes à la sortie de cette révolution que celles qui ne s'en saisiront pas, qui la repousseront et qui se diront juste qu'on en a peur. Et donc c'est évidemment vital et majeur, c'est pas un petit truc un peu mineur, etc. C'est une nouvelle étape majeure comme la révolution de l'Internet qu'on a connue, où si on s'en saisit bien, on en sort un peu plus fort. Voilà. Et donc, voilà. Et s'en saisir bien, c'est que tout le monde s'en saisisse. C'est pas juste une petite élite de chercheurs, etc. C'est bien qu'on arrive à transférer des emplois de toute la société. Et donc, la littératie, l'éducation, la capacité à prendre en main la technologie est majeure. Elle doit être très distribuée. Et on va saisir la conclusion, si tant est qu'on peut conclure sur un tel thème. Axel Dron, oui. Vous avez donc le mot de la fin. Alors, moi, sur l'optimiste, donc moi, je suis plutôt optimiste sur ces sujets-là. C'est une révolution, mais comme on en a eu plein avant. Moi, j'ai commencé mes études, on ne savait pas d'ordinateur, on n'avait pas Google. Et je ne saurais pas comment revenir à cette époque-là. Je me souviens que mon premier manager imprimait ses emails, les annotait et demandait à ses secrétaires de les retaper. Donc voilà, les choses ont complètement changé, on va s'adapter. En revanche, une chose est sûre, c'est que c'est quand même une révolution qui tue des emplois. Il y a des choses, voilà, on n'a plus besoin d'être humain pour le faire. Donc la vraie réponse, c'est la formation.
et comment on se sert de cette technologie. Et quand je travaillais chez AXA, on avait des sujets d'annotation des données. Pour entraîner un algorithme, il faut d'abord expliquer ce sur quoi on veut l'entraîner. Et on utilisait cela pour accompagner des gens au retour à l'emploi. Donc on travaillait avec une association qui faisait de la réinsertion et donc qui ramenait des gens à l'emploi au travers de tâches comme ça. Et aussi dans ces cas-là, à cette époque-là, j'étais rentré en contact avec une entreprise qui aidait des personnes en situation de handicap à faire un travail, à retourner au travail, et ils utilisaient l'intelligence artificielle pour compenser le handicap. Donc, alors je ne suis pas en train de dire que c'est la solution systémique au sujet, hein, mais si on veut être optimiste, moi je peux dire que j'ai vu l'intelligence artificielle aider des gens à travailler mieux et plus vite, y compris en situation de handicap, et je pense que ça revient au choix de chacun de comment est-ce qu'il veut utiliser l'intelligence artificielle. On ne peut pas s'affranchir de comprendre ce que c'est. Et on ne peut pas s'affranchir aujourd'hui d'encourager ses enfants à se former à ces sujets-là et à leur bonne compréhension. Ils ne seront pas tous chercheurs, ils ne seront pas tous ingénieurs. On ne peut pas passer à côté du fait de comprendre ce que c'est. Voilà. Eh bien, c'est bien de finir sur une telle note. Merci. Merci aux participants. Et puis, vous allez avoir tout de suite la possibilité d'échanger devant un café, devant les stands à l'espace librairie. Voilà, et de poursuivre le débat.